Nous retrouvons notre invité Jean-Baptiste Lemoyne qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et nous accueillons Thomas Gomard. Bonjour Thomas Gomard, vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous avez publié un article remarqué dans la revue Hérodote, une revue de relations internationales intitulée Le futur d'une ellipse, le 20 débats français de politique étrangère. Mais avant d'évoquer la manière dont vous percevez aujourd'hui le rôle de la France dans la politique internationale, une question et de politique intérieure pour Jean-Baptiste Lemoyne, vous qui êtes secrétaire d'État. Jean-Baptiste Lemoyne, cet optimisme macronien, est-ce qu'il prêche aujourd'hui dans le vide, dans un vide d'ailleurs parfois assez colérique ? Non, je crois qu'il y a des résultats qui sont là, de façon macroéconomique. Ça a été dit d'ailleurs par Frédéric Seyss. Par exemple, un fait très concret. En matière industrielle, longtemps, on s'est lamenté, désolé de voir des usines fermées en France. Eh bien aujourd'hui, cette année, on en ouvre plus qu'on en ferme. On recrée de l'emploi industriel. Et donc, tout ça, ce sont des succès rendus possibles par la réforme du droit du travail, par la réforme de la fiscalité. Mais c'est vrai que de là à ce que chacun dans sa vie ait l'impression que ça change, eh bien, ça prend un peu de temps. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que je crois que nous avons semé, nous semons, et un jour, naturellement, je crois que chacun des Français pourra voir que ça lève et que la récolte arrive. Bon, mais entre nous, cette itinérance mémorielle, c'était une mauvaise idée. On a vu le président critiquer les images en boucle. Alors, à moins que vous considériez que ce fut un choix des journalistes, un choix discutable, mais on a surtout entendu les critiques adressées à la politique d'Emmanuel Macron. Mais vous savez, il serait resté enfermé à l'Élysée, que n'aurait-on dit ? Et donc, Emmanuel Macron, il est comme ça. Moi, je l'ai vu, je l'ai suivi pendant la campagne présidentielle. J'ai souvenir, par exemple, à Villers-Cotterêts. Nous allions commémorer Alexandre Dumas et François Ier, la francophonie. Eh bien, ce jour-là, il y avait effectivement un attroupement de syndicalistes, de la CGT, particulièrement virulent. Eh bien, il a été au contact. Et de la même façon, pendant cette itinérance, eh bien, il a été au contact. Il a échangé. C'était parfois vigoureux, mais il est comme ça. Il se planque pas. Il est franc. Il dit les choses. Et de la même façon, il reçoit les choses. Et donc, je crois que c'est assez sain. Il dit les choses sur Pétain. Est-ce que ce n'était pas un couac dispensable, Jean-Baptiste Lemoyne ? Mais vous savez, le président de la République, justement, il a théorisé aussi la pensée complexe. Ça veut dire quoi ? C'est que l'histoire de France, on la prend d'un bloc. Et de la même façon que la Révolution française, c'est à des fois un énorme élan de liberté. Et puis c'est aussi la terreur. Donc ce que je veux dire, c'est que l'histoire française, elle a ses faces sombres, ses faces heureuses, et donc on doit l'assumer telle qu'elle est. Et le président de la République, vous savez, j'étais à ses côtés. C'était à l'été 2017, lorsqu'il a accueilli le Premier ministre israélien et que nous avons commémoré, hélas, un certain nombre de faits dramatiques survenus à cause de l'État français. Il avait eu des propos très forts qui n'ont jamais, je pense, prêté à polémique, et donc on ne peut pas lui faire de mauvais procès. Pas de mauvais procès, mais pourquoi vouloir à tout prix complexifier quelque chose qui aurait pu passer simplement ? On a dit, voilà, Emmanuel Macron pêche par excès de confiance en lui. Il y a une forme de cuistrerie à vouloir évoquer l'histoire, dit-il, dans sa complexité. Non, c'est pas être cuistre. Je pense que il faut tout simplement, encore une fois, l'histoire, elle est complexe. Il faut la dire telle qu'elle est, avec sa part d'or, sa part sombre, et donc on est typiquement dans ce cas-là. Sans transition, on va parler du gaulo-mitterrandisme, mais cette fois-ci en relations internationales. Pourquoi en parler ? Parce que Thomas Gomard, vous qui dirigez l'IFRI, un institut de recherche en relations internationales, vous avez publié un article pour dire que finalement, en France, on était généralement en présence de deux doctrines qui vous paraissent également disqualifiées. L'une de ces doctrines, c'est le gaulo-mitterrandisme, l'autre doctrine, le néoconservatisme. Pourriez-vous tout d'abord nous définir ces deux doctrines et nous dire en quoi, aujourd'hui, elles ne peuvent plus nous servir de guide pour les relations internationales et la manière dont la France doit agir dans ce monde-là ? Bon, pour simplifier, le néoconservatisme, si vous voulez, a été peut-être à tort accolé aux présidences
Sarkozy et Hollande, dans la mesure où ce sont des présidences qui ont fait des interventions militaires, qui ont produit des effets qui n'étaient pas ceux espérés. Je pense évidemment à l'intervention en Libye, ou je pense également à l'attitude vis-à-vis du conflit syrien. Et donc vous avez eu un courant qui a interprété cela comme du néoconservatisme, c'est-à-dire un recours à l'outil militaire sans se soucier des conséquences politiques. Bon, et puis le gaulo-mitterrandisme, c'est au contraire la référence constante à l'héritage du général de Gaulle, qui serait davantage, comment dirais-je, favorable à une position d'équilibre, à une recherche de compromis, au fond à une position qu'on pourrait qualifier de moins alignée avec les États-Unis que pour le premier courant. Bon. Donc ça, c'est un peu les termes du débat, si vous voulez, dans lequel nous discutons de politique étrangère en France depuis des années. Moi, je pense que c'est un peu vain, pour la raison suivante, c'est que le gaulo-mitterrandisme fait comme si tout avait commencé en 1958. Or, je pense que, en réalité, on ne peut pas comprendre évidemment l'action du général de Gaulle sans 1940, et on ne peut pas non plus comprendre les choses, en particulier dans les relations que nous entretenons avec Washington et avec Londres, précisément avec la Première Guerre mondiale. Donc l'objet de l'article était de dire au fond, ce qu'il faut repenser, c'est l'articulation entre la diplomatie et l'outil militaire. Beaucoup plus, ça ne limite pas évidemment le champ de la politique étrangère. Je dis ça évidemment en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, qui a dans son portefeuille des attributions plus larges. Mais je pense que cette dialectique entre la diplomatie et l'outil militaire est quelque chose que nous avons oublié ou que nous ne savons plus penser. Je vais vous donner un chiffre pour illustrer ça, ou plusieurs chiffres. L'histoire de France, c'est 1000 morts par jour pendant la Première Guerre mondiale. C'est 100 morts par jour pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est 10 morts par jour pendant les guerres coloniales. Et c'est 700 morts depuis 1963 en opération extérieure. C'est-à-dire un chiffre d'à peu près 10 morts par an. La France assure sa sécurité, et je pense que nos concitoyens ne se rendent pas compte du caractère remarquable, et je dis ça évidemment en pensant évidemment aux familles, aux sacrifices, mais du caractère remarquable qui est le nôtre. Nous assurons notre sécurité extérieure avec 10 morts par an. Et la question que je me pose dans cet article, c'est est-ce que ça reste la bonne unité de mesure pour ce qui nous attend? Et je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on le voit, quand vous avez eu des attaques terroristes au mois à partir de 2015, voyez ce que ça a provoqué. Voyez ce que à peu près 250 morts ont provoqué en termes politiques. État d'urgence, qui ensuite s'est en partie traduit dans le droit commun, situation très difficile, opération Sentinelle, mobilisation générale, pour 250 morts. Alors évidemment, ce sont des morts civiles, ça n'a pas c'est pas la même nature, si j'ose dire. Mais mon point est de dire, je pense que le débat de politique étrangère, bien souvent, et nous sommes à la fois dans une période de commémoration avec le Forum de Paris pour la paix, bien souvent, au fait, oublie ces questions tragiques. Et je pense que les commémorations telles qu'elles ont été présentées par Emmanuel Macron, c'est aussi un rappel du tragique de l'histoire. Et en fait, il faut revenir à cela, se rendre compte que la paix n'est pas garantie et qu'au fond, si nous voulons la paix, préparons la guerre. Jean-Baptiste Lemoyne, vous en pensez quoi ? Mais c'est vrai que ce retour du tragique de l'histoire, cette rémanence, on l'a bien présente. Et c'est pourquoi, quand on parle, par exemple, de la construction européenne, qui parfois reçoit des coups de boutoir ces dernières années, ayons conscience de tout du chemin parcouru et du chemin qu'il a fallu parcourir pour en arriver là. 2 conflits mondiaux pour que enfin les dirigeants de France et d'Allemagne arrivent à travailler main dans la main et à être le moteur de cette construction. Tout ça est une construction patiente, laborieuse, fragile et qui, hélas, peut se déliter à une vitesse infiniment plus rapide. Et c'est là où il y a une responsabilité personnelle, morale des dirigeants actuels dans le monde entier. L'une des choses que l'on peut retenir de ces commémorations de la guerre de 14-18, c'est de voir la complexité de Thomas Gomard dans l'analyse des causes de la guerre de 14-18. Aujourd'hui, on est face à un monde qui est complètement différent, mais une chose est certaine, au moins, le multilatéralisme est en crise, qui signifie que toutes les organisations sur lesquelles on a assuré la paix du monde sont aujourd'hui, sinon faillies, du moins très largement discutées dans leur puissance. Quelles peuvent être les conséquences de cela? Est-ce que vous pouvez nous dresser justement un tableau de cette crise du multilatéralisme?
Avant cela, sur les causes de la Première Guerre mondiale, je pense qu'il y a quelque chose de très important à rappeler pour comprendre l'orientation de la politique étrangère française, c'est que la France rentre dans la Première Guerre mondiale avec l'alliance franco-russe et sort avec l'embryon d'alliance atlantique. Et ça, c'est tout à fait décisif parce que ce qu'on appelle dans le jargon le P3, c'est-à-dire cette relation très particulière qui existe entre Washington, Londres et Paris, se noue en 1916, 1917, 1918, 1919. Bon, et ça, c'est un des fils rouges de la politique étrangère française. Je veux dire, lorsque il y a les frappes en Syrie au printemps dernier, ça se fait dans un cadre P3. Nous n'avons probablement jamais été autant intégrés en termes militaires qu'aujourd'hui dans le cadre P3, donc Washington, Londres, Paris, alors même que nous avons le Brexit et l'administration Trump. Donc ça, c'est une difficulté absolument fondamentale pour la politique étrangère française. Alors ensuite, pour répondre très directement à votre question, la crise du multilatéralisme, elle était au fond frappante-hier. C'est-à-dire qu'il y avait la commémoration à l'Arc de Triomphe, très beau discours, émotion partagée, présence du président Trump. Et l'après-midi, lorsque l'ensemble des chefs d'État se déplacent à la Villette, le président Trump n'est pas là. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, le parallèle principal, à mon sens, de la même manière que la Société des Nations dans l'entre-deux-guerres n'a pas pu fonctionner parce que les États-Unis ne sont pas impliqués, nous sommes dans une situation où la principale puissance mondiale, et de fait notre principal allié, ne défend plus le multilatéralisme, mais au contraire est en train de rebilatéraliser la plupart des dossiers. Pourquoi? Parce que l'administration Trump considère qu'elle n'a plus à être à assurer, je dirais, être le dernier recours du système international, mais d'être tout simplement le primus inter pares. Et la force brute des États-Unis leur permet encore, pour combien de temps on le verra par rapport à la Chine, mais leur permet encore dans tous les rapports bilatéraux d'exercer leur prééminence. Et donc c'est extrêmement dangereux parce qu'au fond c'est un système qui a beaucoup bénéficié, contrairement à ce que l'on peut croire, en particulier aux Européens, ce système ouvert, ce système multilatéral, et il est aujourd'hui remis en cause par les trois principales puissances mondiales membres permanentes du Conseil de sécurité, les États-Unis avec l'administration Trump, mais aussi la Chine sur un certain nombre de dossiers comme la liberté de navigation, et évidemment la Russie dans le cadre par exemple de l'OSCE ou de son attitude dans l'Est européen. Jean-Baptiste Lemoyne. Oui, non, je souscris à l'analyse de Thomas Gomard. Il est vrai qu'on le voit, il y a cette remise en cause du multilatéralisme. Et par exemple, vous prenez les États-Unis en matière commerciale, qui, sur la réforme de l'OMC, on le voit, on a énormément de mal à les faire venir sur ce sujet-là. Et pourtant, nous avons besoin de désescalade en matière commerciale, parce qu'on le voit, il y a une montée des tensions qui est préoccupante, et avec cette conviction américaine qu'ils pourront obtenir plus dans des rapports de force bilatéraux. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous, les Européens, devons aussi rester unis et fermes. Parce que je prends ces sujets commerciaux. Je crois que si il y a eu une désescalade après la rencontre entre Trump et Juncker le 25 juillet dernier, c'est parce que les États-Unis ont aussi vu que l'Europe, elle ne se laissait pas diviser, qu'elle parlait d'une seule voix. Et donc, c'est pourquoi je crois qu'il y a véritablement cette souveraineté européenne, ce terme a son sens pour garder une place aux côtés de ces puissances. Sinon, individuellement, nous sommes des confettis. Est-ce que ça ressemble aux années 30, Thomas Gomard? Bon, il y a un certain analogie. Moi, je suis historien de formation, je suis toujours très prudent dans les comparaisons. Les analogies sont évidentes. On peut faire des comparaisons, justement, sans analogie. Oui, absolument. Bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose où la comparaison ne tient pas, c'est que je ne vois pas aujourd'hui, mais il faut toujours rester évidemment prudent, mais de velléité de guerre sur le continent européen, entre membres de l'Union européenne. Bon. Alors qu'effectivement, les années 30, c'est quand même des discours nationalistes qui se sont militarisés, évidemment, dans le prolongement de la Première Guerre mondiale. En revanche, dans les traits communs, on est effectivement après une très forte crise financière. On est dans une situation de réaffirmation, une forme de néo-autoritarisme affiché comme tel. Nous sommes dans le culte des hommes forts, mais il va y arriver un moment où les hommes forts vont en venir aux mains. S'ils sont vraiment des hommes forts, je ne vois pas comment ils vont rester autour de la table à se parler poliment. Donc ça, effectivement, ce sont des traits communs. Et puis, il y a effectivement un rapport qu'on observe un peu partout de défiance à l'égard des élites. Qui rappelle, je crois que le président de la République, j'ai pas lu son discours, mais indirectement on me l'a rapporté, a évoqué la trahison des clercs de Bada, je crois, dans son discours d'hier. Julien Bada, qui était un intellectuel des années 20 et qui évoquait, des années 20 et 30, et qui évoquait
le nationalisme des clercs, des intellectuels. Donc cette référence, à mon avis, est tout à fait pertinente. Donc là, ce sont des traits communs. Mais en même temps, ce qui a changé, c'est que les formes, j'allais dire, d'embrigadement, la capacité d'enrégimenter des populations est quand même très différente à l'ère des technologies. Alors ça, c'est à la fois une garantie, en même temps, une capacité que les choses se propagent beaucoup plus vite. Mais alors, quand on prend par exemple le conflit ukrainien avec les séparatistes ukrainiens qui sont aujourd'hui à la une de l'actualité, je vais vous demander, Thomas Gomart, de nous décrire un peu cette situation. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a de nouveaux risques, puisque cette guerre de 14-18, elle a commencé avec la Serbie et elle a donné ce que l'on sait. Aujourd'hui, l'Ukraine, par exemple, de quoi est-ce le symptôme? Qu'est-ce qui s'y passe, tout d'abord? Ce qui se passe en Ukraine, si vous voulez, c'est le fait qu'un pays membre permanent du Conseil de sécurité, en l'espèce la Russie, a commis une annexion en Crimée en mars 2014. Voilà. Et qu'à la suite de cette annexion, la Russie, de manière sous le niveau de la guerre, de manière dissimulée, a déstabilisé l'Est ukrainien, la région du Donbass. C'est-à-dire considérer que l'Ukraine, au regard de l'histoire russe, est une sorte de marge et que ce n'est pas un pays complètement souverain. Voilà. Ça, c'est l'attitude russe qui est évidemment très problématique pour un des pays censés garantir le droit international. Donc, il y a une violation manifeste du droit international pour un pays, ensuite, côté ukrainien, si vous voulez, qui en gros est au même niveau économique que la Pologne lorsque l'URSS implose et qui aujourd'hui est dans une situation compte tenu aussi de la gouvernance politique qui est la sienne, proche du désespoir. C'est-à-dire que c'est vraiment un pays qui va d'avanie en avanie. C'est extrêmement important, assez peu. C'est un peu oublié parce que c'est un conflit qui a fait moins de victimes que la Syrie. Enfin, il y a quand même eu 10 000 morts, il y a eu énormément de déplacés. D'ailleurs, de déplacés qui se sont réfugiés en Russie, hein, c'est assez rarement souligné. Et donc, c'est une tumeur qui, à mon avis, n'est pas du tout éteinte et qui peut effectivement se réactiver. Est-ce là qu'il faut faire le parallèle avec la Serbie? J'irai évidemment pas jusque-là, parce qu'il y a une volonté, et il faut rendre crédit à l'intervention d'Angela Merkel, de François Hollande à l'époque, avec les accords de Minsk. Ça a permis de stabiliser la situation, non pas de la régler, mais d'éviter l'escalade. Je vous rappelle, là où on en était au printemps 2014, on parlait de possibilité pour les Russes d'aller jusqu'à Mariupol. La diplomatie européenne, en l'espèce, a obtenu un résultat qui n'est pas définitif parce qu'il n'y a pas de solution politique à laquelle nous soyons arrivés, mais il y a eu une capacité à stopper l'escalade. Jean-Baptiste Lemoyne. Très clairement, en Ukraine, j'y étais il y a 15 jours, notamment pour me recueillir effectivement sur, et là c'est martyrs de Maïdan qui, rappelons-le, en 2013-2014, parfois sont morts avec le drapeau européen à la main. Et donc, c'est vrai que les menées russes sous couvert des séparatistes dans le Donbass sont aussi là pour je dirais, déstabiliser l'Ukraine et éviter que l'Ukraine puisse s'engager dans un processus de rapprochement avec l'Union européenne, avec l'Europe, parce que c'est cet horizon-là que la plupart des Ukrainiens souhaitent, et naturellement c'est insupportable pour le voisin russe. Et donc il faut aussi analyser toutes ces menées et le fait que le conflit gelé reste une arme pour la Russie afin d'éviter que l'Ukraine s'engage dans ce processus de rapprochement avec l'Europe. Thomas Gomart. Si vous permettez, Monsieur le ministre, je pense qu'en fait, c'est pas un conflit gelé au sens où on parlait de l'Abkhazie, du Haut-Karabakh. C'est-à-dire il y a hélas encore des escarmouches. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose d'une amplitude plus grande. Et précisément, la diplomatie russe essaie de présenter ça comme un conflit gelé, comme quelque chose au fond qui pourrait perdurer. Leur but est sûrement celui-là. Oui. Le deuxième point, c'est que le dossier ukrainien est aussi précisément là pour le coup une manière de revenir à votre question initiale sur le gaulo-mitterrandisme néoconservateur. C'est-à-dire que vous avez eu dans la gestion de l'Ukraine depuis 91 un affrontement idéologique entre des gens, c'est ce qu'on appelle l'école Brzezinski, l'ancien conseiller de la sécurité du président Carter, qui considérait qu'il fallait séparer l'Ukraine et la Russie parce que c'est le meilleur moyen
pour que la Russie cesse d'avoir une vision impériale. Or, pour les Russes, l'Ukraine, c'est le berceau de la civilisation et donc c'est vu comme ce qu'il y a de plus sensible. Et que de ce point de vue-là, c'est vrai que l'Union européenne, à mon avis, a commis 2 erreurs. La première, c'est qu'elle a encouragé des processus d'intégration régionale partout dans le monde, sauf dans l'espace post-soviétique. Considérant qu'au fond c'était une forme de néo-impérialisme. Et la deuxième erreur, c'est qu'elle a probablement confié la gestion, pour des raisons de proximité bien compréhensibles, de ce dossier aux nouveaux entrants de 2004, et en particulier à la Pologne, qui a un rapport très particulier, historiquement là aussi bien compréhensible, avec la Russie et avec l'Ukraine, et avec des pays qui, au fond, ont voulu faire de la géopolitique sans le dire. Alors que pour les Russes... Qu'est-ce que ça veut dire faire de la géopolitique sans le dire ? C'est ce qu'indiquait Jean-Baptiste Lemoyne, c'est-à-dire d'attirer l'Ukraine dans l'orbite européenne tout en disant mais non, ce ne sont que des accords commerciaux, alors que du point de vue russe, ça a été interprété comme un premier pas pour une entrée à venir de l'Ukraine dans l'OTAN. Et les Ukrainiens, que veulent-ils ? Je pense que c'est la vraie question, c'est-à-dire que d'abord c'est un peuple qui veut sa souveraineté et que sa souveraineté soit respectée. Ça, je pense que les Russes ont tendance un peu à l'oublier. En revanche, je pense que c'est aussi un pays qui est beaucoup plus partagé qu'on ne le dit sur ses aspirations. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des contrastes assez forts entre la partie occidentale et la partie orientale du pays. Et donc, on aurait la possibilité, a priori, nous, Français, de peser. Jean-Baptiste Lemoyne, qu'est-ce que l'on peut face à cette situation-là ? Bon, il y a, c'est vrai, la France, l'Allemagne, qui sont en contact étroit, et notamment avec les dirigeants ukrainiens, et pour continuer à peser sur la situation. Nous avons mis en place un régime de sanctions face à l'annexion de la Crimée, y compris, donc d'un point de vue moral, on assume les choses, alors que économiquement, naturellement, cela pèse. Mais face à la remise en cause d'un certain nombre de principes, on ne peut pas laisser faire, parce que ce sont des règles fondamentales du droit international qui sont bafouées. Et donc, le chef de l'État, lorsqu'il évoque les principes, les valeurs, eh bien tout cela s'incarne aussi dans une diplomatie au quotidien, c'est-à-dire ne pas laisser faire lorsque ces valeurs sont remises en cause, et puis par ailleurs continuer la voie du dialogue. C'est une voie qui est exigeante, qui demande aussi la volonté politique des acteurs concernés. En tous les cas, on l'a vu, un gouvernement ukrainien qui est réformateur et qui a d'ailleurs, en signe de bonne volonté, approuvé la loi de statut spécial pour le Donbass. Donc voilà, un certain nombre de gestes concrets ont été faits, mais encore faut-il que l'autre côté s'en saisisse. L'autre entité dont il a été beaucoup question ce week-end, c'est l'OTAN. L'OTAN jouait un rôle, alors certains disaient stabilisateur, en tout cas l'OTAN était là, et l'OTAN est aujourd'hui là aussi en crise du fait des décisions américaines notamment. Votre point de vue, Thomas Gomard, sur les conséquences que cela pourrait avoir ? Mon point de vue, là, j'entendais les informations avant de prendre la parole, et j'étais tout à fait... surpris d'apprendre que, visiblement, dans le projet de loi de finances rectificatives, les opérations extérieures allaient être remises au budget des armées, alors même qu'il y a eu une loi de programmation militaire pour augmenter les dépenses militaires. Pourquoi je commence par là ? Parce que mon point de vue sur l'OTAN est assez simple, c'est que les Européens ont désarmé, n'ont cessé de toucher les dividendes de la paix depuis 1991, lorsque tout le monde réarmait. Et que nous sommes dans une situation... Tout le monde, c'est-à-dire ? Les autres, la Russie réarme, la Chine a une dépense militaire de plus de 10% par an, les États-Unis ont soit 700 milliards de dépenses militaires, que des puissances dites secondaires comme l'Algérie sont en train aussi d'avoir une dépense militaire qui augmente. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une partie de notre relation avec les États-Unis tient précisément à cette incapacité de payer pour notre propre sécurité. Et que donc, il faut aussi interpréter toute l'attitude des États-Unis, que ce soit les régimes des sanctions, comme le coût que les États-Unis nous font payer pour assurer notre sécurité. Et ça, c'est très problématique parce que nous sommes dans une hétérogénéité très forte entre des pays européens qui ont complètement renoncé à cela, s'en remettant, pensant que l'OTAN est là pour toujours, au fond, et des pays qui essaient, en particulier la France, qui essaie de maintenir un certain niveau. Et ce décalage, si vous voulez, à mon avis, au sein de l'OTAN, devient extrêmement problématique dans la mesure où vous avez un président américain qui pointe ça du doigt et qui dit aux Européens, vous savez, le partage du fardeau, c'est-à-dire que nous n'allons plus payer pour votre sécurité. Donc panique à bord.
Parce que pour des pays comme la France qui ont conservé un outil militaire, bon, on va essayer de s'adapter, mais pas penser à des pays comme, je sais pas moi, la République tchèque, ou quel autre exemple pourrais-je prendre comme l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on a surtout la situation de l'Allemagne, un pays qui est pays le plus puissant d'Europe sur le plan économique et qui est 1,2% de PIB de dépenses militaires. Donc si vous voulez, pour moi, le problème de l'OTAN, il résulte surtout de ce décalage extrêmement fort entre Américains et Européens d'une part et entre Européens d'autre part dans l'importance accordée à la dépense militaire. Les Américains, quelle est leur arrière-pensée, notamment celle de Donald Trump par rapport à l'OTAN ? Bon, il y a une forme de mépris dans le discours de Donald Trump à l'égard de l'OTAN qu'il a manifesté lors du dernier sommet. Il faut bien comprendre que pour les États-Unis, aujourd'hui, la principale menace stratégique, c'est la Chine. C'est-à-dire qu'il y a une réorganisation à la fois de la diplomatie américaine et de son outil militaire pour essayer de contrecarrer la montée en puissance de la Chine. Donc il y a un côté secondaire maintenant pour l'OTAN. En même temps, les liens transatlantiques étant ce qu'ils sont, ils sont défendus en particulier par le secrétaire d'État à la Défense Mattis, qui est probablement aujourd'hui la personnalité qui défend le plus cette relation transatlantique dans l'administration Trump. Un mot de conclusion, Jean-Baptiste Lemoyne, vous qui êtes secrétaire d'État. La France elle se réengage budgétairement pour une trajectoire offensive en matière de défense. On va aller vers les 2% justement. Et par ailleurs, elle se réengage aussi massivement en matière de développement, d'investissement solidaire pour tout simplement sur les biens communs qui nous sont propres, être peser toujours plus. Donc vous voyez, il y a les deux aspects. Se protéger, mais également agir avec nos partenaires partout en matière de coopération et de développement. Je crois que c'est un en même temps qui est heureux. Merci Jean-Baptiste Lemoyne. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Thomas Gomard, vous dirigez l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, et vous avez notamment publié un très intéressant article, Le futur d'une ellipse, le 20 débat français de politique étrangère. C'était dans Hérodote.